Chers collègues, bienvenue à toutes et à tous. Je constate que nous avons quorum. Conséquemment, nous pouvons entreprendre nos travaux. Et comme vous le savez, la Commission est aujourd'hui réunie afin d'entreprendre l'étude détaillée du projet de loi 77, loi modifiant principalement des lois instituant des régimes de retraite du secteur public. Alors, Madame la secrétaire, heureux de vous accueillir à nouveau parmi nous. Y aurait-il des remplacements aujourd'hui? Oui, Monsieur le Président, M. Bélanger-Orford est remplacé par M. Lemieux-Saint-Jean. Merci. Alors, bienvenue à ce nouveau collègue. Nous entreprenons donc les remarques préliminaires et sans plus tarder, je cède la parole à la présidente du Conseil du Trésor. Bien, merci, Monsieur le Président, et merci. Je vais profiter de mes remarques préliminaires là, pour remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet de loi-là, non seulement au projet de loi lui-même, mais à tout ce qui a mené à ce projet de loi-là, donc les équipes de négociation également avec lesquelles j'ai travaillé. Je vais profiter de mes remarques préliminaires pour en même temps expliquer le cadre dans lequel on va procéder. C'est un projet de loi qui n'est pas très long, Monsieur le Président, qui a une vingtaine d'articles, si je ne me trompe pas, et qui fait essentiellement 4 choses. Donc, premièrement, il y a 2 mesures qui sont des mises en œuvre, je le disais, des dernières négociations de conventions collectives qu'on a eues, entre autres avec le Front commun. Donc, 2 mesures qui vont faire partie du bloc 1 et du bloc 3, respectivement. Donc, la première, c'est le rehaussement de l'âge de la retraite de 69 à 71 ans, donc pour l'âge maximal de participation au régime de retraite. Ensuite, on a une prolongation d'une entente de mise à la retraite progressive qui va passer de 5 ans à 7 ans. Donc, bloc 1 et bloc 3. Donc, dans chacun des blocs, il y a un article principal par lequel on va commencer. Naturellement, le reste des articles sont des articles de concordance pour venir faire les ajustements nécessaires partout où c'est nécessaire de le faire, un peu redondant, mais quand même. Je mets l'accent sur le mot « nécessaire ». Donc, le deuxième bloc est le renouvellement d'une clause dérogatoire, la reconduction de clauses dérogatoires à la Charte là, qui sont dans différents régimes, entre autres dans 5 lois qui instituent des régimes de retraite. Et ces renouvellements-là doivent se faire de 5 ans en 5 ans, tant qu'il y aura des gens qui vont être participants à ces régimes-là. Et entre autres, c'est pour des dispositions qui sont, entre autres, qu'à une autre époque, là, il y avait des dispositions qui étaient plus équitables pour certaines personnes. Donc, ça prenait... Et pour être plus équitable, il fallait avoir ces clauses dérogatoires-là. Et ça vise, entre autres, des critères d'admissibilité à la retraite qui étaient plus avantageux pour les femmes et qu'on veut maintenir. Bon, qui se sont amoindris au fil du temps au niveau de l'écart par diverses ententes, mais il y a encore des femmes, entre autres, qui bénéficient de ce régime de retraite-là. Et donc, 130, à peu près une centaine de personnes, je dirais. Donc, il est nécessaire de renouveler de 5 ans en 5 ans ces clauses dérogatoires-là pour le faire. Et il y a dernier bloc, le bloc numéro 4. Ça découle d'un projet de loi qu'on a fait au printemps dernier ou l'année passée, si je ne me trompe pas, où on parlait qui découlait d'une entente là, aux tables concernées sur la question des crédits de rente. Et il y a un ajustement qui avait été omis à l'époque qu'on doit refaire. Donc, disons que c'est une concordance à un projet de loi précédent, je vais le dire comme ça. Donc, 4 blocs. On va procéder par bloc avec le consentement de mes collègues de l'opposition. Le 5e bloc étant l'article d'entrée en vigueur, donc assez simple à expliquer. Et j'en profite encore à nouveau pour remercier tout le monde et remercier mes collègues du gouvernement gouvernemental. Bon, je reprends. Mes collègues députés de la banquette gouvernementale qui vont faire ces travaux-là avec nous aujourd'hui, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je cède maintenant la parole à notre collègue de Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Présidente du Conseil du Trésor. Bonjour, l'équipe qui vous accompagne. Et évidemment, tous les députés, toujours bien présents. Je pense que ce sera seulement nous deux pour l'échange. Alors, ce ne sera pas notre première fois. Il y a seulement 20 articles, Monsieur le Président. Mais j'ai déjà prévenu Madame la Présidente du Conseil du Trésor que je lui soumets 2 enjeux pour peut-être réfléchir à comment on peut régler cette situation. Dans un premier temps, nous avons reçu une lettre le 21 octobre 2024 que je vais déposer sur greffier. Et en fait, ça vise... c'était pour Madame la Présidente du Conseil du Trésor. Je ne dirai pas son nom parce que je connais quand même nos règles parlementaires. Madame la Présidente du Conseil. Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec
ci-après le SAC, a pris connaissance du projet de loi numéro 77, loi modifiant principalement des lois instituant des régimes de retraite du secteur public, déposé le 9 octobre dernier. Le SAC souhaite porter à votre attention une situation particulière en lien avec les régimes de retraite des membres de l'Assemblée nationale du Québec, plus particulièrement en ce qui a trait au Parlement, les parlementaires en siégeant de 85 et 99. Actuellement, la rente de retraite du régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale du Québec est indexée en date du 1er janvier de chaque année de la façon suivante. La partie de la rente qui correspond au service accompli de janvier 83 au 31 décembre 99 est indexée sur un taux d'augmentation de l'indice des rentes, moins 3 %. Donc, si le TER est égal ou inférieur à 3 %, cette partie de la rente n'est pas indexée. La partie de la rente qui correspond au service accompli depuis janvier 2000 est indexée selon la plus avantageuse des deux formules suivantes, soit 50 % du TER ou le TER moins 3 %. Il en résulte donc que pour les années de service comprises entre 1982 et 1999, la formule d'indexation, soit le TER, moins 3 % signifie que l'inflation doit être supérieure à 3 % pour que les rentes de ces années soient indexées. À l'exception de la dernière année, ces rentes n'ont jamais été indexées. Par conséquent, le SAC souhaite donc porter à votre attention, Madame la Présidente du Conseil du Trésor, la situation financière très difficile dans laquelle certains retraités se sont retrouvés au cours des dernières années, et aussi pour celle à venir. Effectivement, avec la hausse des prix des dernières années, la perte de pouvoir d'achat des retraités a été grandement ressentie par certains ex-parlementaires. Le SAC comprend que tous les régimes de retraite publics des employés du secteur public, donc le REGOP, le RRPE, le RRMSQ, sont assujettis à la même formule d'indexation. Toutefois, il faudrait noter que les retraites actuelles du secteur public et parapublic et qui étaient alors travailleurs dits actifs, ont reçu des congés de cotisation accordés par le gouvernement du Québec dans les années 90. Ce même congé n'est pas appliqué aux membres de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, comme vous le savez sans doute, les conditions de travail des parlementaires ne sont pas du tout les mêmes que la majorité des employés du secteur public. Alors que les fonctionnaires peuvent choisir le moment pour prendre leur retraite, les élus n'ont toujours pas ce choix, car tous les 4 ans, leur poste est remis en question. Afin de corriger cette situation, le Cercle des parlementaires ne revendique pas un paiement rétroactif, mais propose un ajout à l'article de loi numéro 77. Cette proposition permettrait d'établir l'équité entre tous les élus en offrant l'indexation annuelle à tous les régimes de retraite s'appliquant aux ex-parlementaires selon le TER. Cet article ajouté devrait permettre de retirer les alinéas 1 et 2 de l'article 48 de la loi 52-1C afin d'obtenir la pleine indexation pour les versements futurs de la rente des membres de l'Assemblée nationale, tel qu'il est écrit au dernier paragraphe de l'article 48 de la loi, se fait référant à un député de l'Assemblée nationale élu avant le 1er janvier 1983. Nous demandons évidemment de rencontrer la présidente du Conseil du Trésor afin de discuter de notre proposition. Les démarches pour prévoir cette rencontre pourront être effectuées auprès, là, évidemment, ils mettent les coordonnées de la personne coordonnatrice du Cercle des parlementaires, des ex-parlementaires. Et là, évidemment, on a plusieurs élus en copie conforme. Ça, c'est vraiment pour les ex-parlementaires. Maintenant, permettez-moi de vous parler des enseignants, parce que, évidemment, vous avez négocié les enseignants. On a déposé une pétition. As-tu le texte de la pétition? Alors, vous m'avez répondu, j'ai déposé une pétition le 30 janvier dernier. Et j'ai eu, par les signataires, c'était encore les enseignants, mais cette fois-ci sur le REGOP. Et ça touche encore aussi les mêmes années, c'est-à-dire 1982 jusqu'en 1999. Ils sont affectés par l'inflation. Donc, c'est exactement, en fait, les mêmes affaires, mais cette fois-ci, ça vise les enseignants. Donc, je me demande, Madame la Présidente du Conseil du Trésor, est-ce qu'on peut, puisqu'aujourd'hui, on parle des conventions collectives, on parle des rentes, trouver une façon de corriger le tir. Et ils ne demandent pas le paiement rétroactif, mais vraiment, tout simplement, que cette fois-ci, dans leur cas, on puisse peut-être s'ajuster dès maintenant pour le futur.
Alors, je ne sais pas, on pourrait peut-être, tantôt, on va commencer les travaux, évidemment, mais peut-être qu'on pourrait se prévoir peut-être un 10-15 minutes de suspension juste pour discuter de si on peut le faire à travers ce projet de loi. Aussi, il va falloir qu'on regarde peut-être au niveau du budget. Puis là, je sais que c'est pas vous, c'est l'Argentier. Mais donc, je ne sais pas si avec votre permission, Monsieur le Président, moi, j'aurais terminé mes remarques préliminaires, mais avec votre accord, si Madame la Présidente du Conseil du Trésor voudrait répondre tout de suite ou tantôt, mais on a l'habitude, Madame la Présidente du Conseil du Trésor et moi, de travailler dans une très grande collégialité. Bien, avec le consentement, on peut tout. Alors, Madame la ministre, si vous y consentez, on le fait. Sinon, c'est plus tard. C'est selon ce que vous souhaitez. Bien, je peux si tout le monde y consent, je peux répondre. Là, il y a deux enjeux. Tout le monde est en nous deux. Oui, tout le monde est en nous, mais oui, mais ce que je veux dire, il y a deux enjeux. Donc, vous présentez un enjeu du cercle des ex-parlementaires au niveau du régime de retraite. Malheureusement, ça relève du bureau de l'Assemblée nationale qui devra, et d'ailleurs, je pense, si je ne me trompe pas, avoir déjà référé le cercle des ex-parlementaires vers le bureau de l'Assemblée nationale. Le régime de retraite est sous la juridiction du BAN, donc ils devront avoir les discussions et prendre leurs décisions appropriées. Je ne me mêlerai pas de la décision, mais le processus pour le cercle des ex-parlementaires, est-ce que c'est opportun ou non de le faire? Je ne m'en mêle pas, mais le processus, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. On n'est pas responsable au Trésor de ce régime de retraite-là et des discussions ou des décisions à prendre. Et pour ce qui est de ce que vous soulevez par rapport au REGOP, aux enseignants, ça fait partie des conditions de travail qui sont négociées. Donc, on devra négocier dans le prochain contrat de travail, peut-être de voir si c'est un sujet qui, pour les syndicats des enseignants, est primordial. Bien, on devra le négocier. D'ailleurs, la preuve est qu'aujourd'hui, 2 des modifications qu'on fait découlent de cette même négociation-là que nous avons conclue pour les ententes 23-28, parce que c'était 5 ans. Donc, on devra en parler dans un cadre de négociation. Mais c'est la réponse que je peux vous donner. Ça vous convient? On pourra peut-être poursuivre l'argumentaire plus tard en pouvant camper les échanges dans des articles bien précis, parce que, à vrai dire, pour l'instant, je ne sais trop où prendre le temps. Monsieur le Président, je tiens à vous rassurer, vous allez avoir votre rôle de présidence aujourd'hui dans la plus grande collégialité. Ça va être très Comme c'est toujours le cas en votre présence, chers collègues. Voilà. Donc, nous poursuivons. Puisque nos remarques préliminaires sont choses du passé, y aurait-il des motions préliminaires? Sans quoi, nous allons procéder à l'étude détaillée. Je ne sais pas, il y a des collègues qui me regardent avec un regard dubitatif. Travail de la présidente du Conseil du Trésor avec moi. D'accord. Mais c'est parce que c'est pas notre premier projet de loi. C'est moi qui ai mérité les regards des approbateurs. C'est bon, enfin. Alors, nous sommes à l'étude détaillée et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu, a priori, consentement afin que nous puissions étudier ce projet de loi, non pas de manière chronologique, mais plutôt par bloc de sujets, selon le plan de travail déposé par le ministre. Alors, y a-t-il consentement à cet effet? Consentement. Alors, nous allons commencer par le bloc numéro 1 concernant le rehaussement de 69 à 71 ans. Et nous commençons par l'étude de l'article 3. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, juste pour remettre, à chaque début de bloc, on va commencer par l'article fondateur du bloc, si je veux, et par la suite, les articles suivants sont en principe des articles de concordance. Donc, article 3. Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. Les articles 4, 5, 39, 40, 60 et 73 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics sont modifiés par le remplacement de 69 par 71 partout où cela se trouve. Donc, cet article de loi du projet propose de modifier les articles énumérés pour venir faire en sorte que lesquels prévoient l'école REGOP ne s'applique pas à une personne après le 30 décembre de l'année en cours pour laquelle elle a atteint l'âge de 69 ans. Donc, ça propose de rehausser cet âge à 71. Très bien. Madame, oui, bien sûr, chers collègues. Est-ce que c'est quoi les impacts au niveau fiscal pour eux? Bien, je peux peut-être laisser répondre, si vous permettez. Là. Bonjour, absolument. Oui, rendre à... Alors, il y a consentement, excusez-moi. Oui, Madame, pour les fins de nos travaux et pour ceux qui nous écoutent, pourriez-vous d'abord, s'il vous plaît, vous présenter? Oui. Isabelle Garneau, conseillère en régime collectif au secrétariat du Conseil du Trésor. Bienvenue parmi nous.
Bonjour. Donc, les gens qui avaient déjà cessé de cotiser parce qu'ils avaient dépassé l'âge maximal de participation vont recommencer à cotiser à partir de l'entrée en vigueur de la mesure. Donc, ils vont accumuler du service et les cotisations sont déductibles sur le plan fiscal aussi. Donc, ils vont venir bonifier leur rente et ils vont avoir un avantage à cotiser au régime. Merci beaucoup. Ce qu'elle a dit. Parfait. Puis donc, est-ce que vous avez fait une analyse, voir s'il pourrait y avoir, par exemple, des impacts autres au niveau fiscal ou pas du tout? C'est les mêmes impacts que les employés qui cotisent en bas de l'âge maximal. Parfait. Aujourd'hui. Excellent. Merci. Juste peut-être une dernière question. Oui. J'essaie de voir toutes les mesures au niveau fiscal. Si jamais on a des enseignants, par exemple, qui ont pris leur retraite, parce que des fois, il y en a qui ne travaillent pas nécessairement au même endroit. Ils pourraient avoir une retraite, par exemple, d'un centre de service scolaire, mais qui iraient travailler ailleurs. Est-ce qu'eux, il y aurait un impact fiscal ou non? Bien là, on parle de retraités du REGOP. S'ils reviennent dans un emploi visé par le REGOP, ils ne participeront pas. Parfait. Les règles prévoient qu'ils continuent à recevoir la rente et le salaire, puis qu'il n'y a pas de participation au régime de retraite, donc ils ne seraient pas visés par ça. Excellent. Un gros merci, Mme Garneau. Y aurait-il d'autres commentaires sur l'article 3? C'est très clair. Sans quoi celui-ci est-il adopté? L'article 3 est donc adopté. Poursuivons par la lecture de l'article 1. Merci, M. le Président. Loi sur le régime de retraite de certains enseignants. Donc, article 1, les articles 4.1, 19, 24, 28 et 59 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants sont modifiés par le remplacement de 69 par 71, partout où cela se trouve. Donc, propose de modifier les articles qui sont énumérés dans l'article de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, qui prévoit, comme je l'ai dit tantôt, que le régime ne s'applique pas à une personne après le 30 décembre de l'année en cours pour laquelle elle a atteint l'âge de 69 ans. Donc, on propose de rehausser dans ce même régime de retraite-là de 69 à 71 ans. Merci beaucoup. Des commentaires sur cet article. Madame la députée de Saint-Laurent. Est-ce qu'on lit l'article ou non? C'est pas obligatoire. Donc, on est correct? Juste pour m'assurer, d'un point de vue procédure, on est correct? Oui. Oui. À moins que vous le demandiez formellement. Non. Moi, Très je veux bien. savoir si on est correct d'un On point est de vue correct. procédure. Si vous me dites que c'est correct, On est correct. je suis correct. On est correct. Je me fie sur votre bonne gouverne, M. le Président. Merci beaucoup, chers collègues. Y aurait-il d'autres commentaires sur l'article 1? Conséquemment, l'article 1 est-il adopté? Adopté. Adopté. Et nous poursuivons par l'étude de l'article 10. Oui. Donc, on retourne dans la loi modifiant principalement des lois instituant des régimes de retraite du secteur public, ce qui est notre projet de loi. Donc, l'article 10. L'article 216 de cette loi est modifié par le remplacement dans le deuxième alinéa de 69 par 71. Donc, on vient modifier l'article 216 de la loi sur le REGOP en concordance avec l'article 3 pour continuer à rehausser de 69 à 71 ans, là où c'est pertinent de le faire. Y aurait-il des commentaires à cet égard? Sans quoi l'article 10 est-il adopté? Adopté. Adopté. Et nous en sommes maintenant au bloc 2, à l'article 2. Oui. Juste le temps de le trouver, M. le Président. Oui, c'est ça, c'est... Merci. Article 2. Le deuxième alinéa de l'article 62 de cette loi a été dicté de nouveau et, en conséquence, se lit comme suit. Elles ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la loi constitutionnelle de 1982, donc annexe B de la loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982. Donc, on est dans le, comme vous pouvez le constater, on est dans le bloc 2 qui est le renouvellement des clauses dérogatoires partout où c'est nécessaire de le faire là, pour sauvegarder des droits qui ont été des droits. On pourrait dire discrimination positive. C'est ça que j'allais dire. De la discrimination positive partout où c'est nécessaire de le faire parce qu'il y a encore des gens qui bénéficient de ces régimes. Et ça, permettez-moi de le préciser, si vous le permettez, Monsieur le Président. C'est un exemple concret où est-ce qu'on peut utiliser la clause dérogatoire de façon à faire la discrimination positive. Parce que souvent, les gens cherchent des bons exemples, mais ça, c'en était un bon exemple. Merci, Madame la Présidente du Conseil. Très bien. D'autres remarques sur l'article 2? Sans quoi cet article est-il adopté? Adopté. Adopté. Et nous en sommes à l'étude de l'article 11.
Donc, toujours dans le bloc de renouvellement des clauses dérogatoires, article 11, le deuxième alinéa de l'article 223.1 de cette loi a été dicté de nouveau et, en conséquence, se lit comme suit. Ils ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la loi constitutionnelle de 1982. Donc, ça propose de reconduire la disposition dérogatoire qui figure actuellement dans la loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. Merci. Des commentaires sur cet article? Non, ça va aller, merci. L'article 11 est-il adopté? Adopté. Adopté. Nous passons à l'étude de l'article 12. Oui, en loi page sur le régime de 49. retraite des enseignants. Donc, l'article 12. Le deuxième alinéa de l'article 78.1 de la loi sur le régime de retraite des enseignants a été dicté de nouveau et, en conséquence, celui comme suit. Les articles 28, 32 et 51 ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la loi constitutionnelle de 1982. C'est toujours la même chose. Maintenant, on parle plutôt de la loi sur le régime de retraite des enseignants. Et je le précise, et c'est bon pour la suite du bloc, on doit le faire parce que toutes ces clauses dérogatoires viennent à échéance le 31 décembre 2024. Adopté. Alors, je dois néanmoins demander aux collègues s'ils auraient des commentaires. C'était seulement pour vérifier que vous nous suiviez, Monsieur le Président. Je fais mon possible. Mais c'est pas toujours facile. Alors, y a-t-il des commentaires sur 12? Sans quoi l'article 12 est-il adopté? Adopté, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Adopté. Nous poursuivons l'article 13. Toujours dans le même bloc, loi sur le régime de retraite des fonctionnaires. Donc, la deuxième alinéa de l'article 114.1 de la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires a été dictée de nouveau et, en conséquence, se lit comme suit. Les articles 56 et 84 ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la loi constitutionnelle de 1982. Toujours les mêmes motifs, toujours les mêmes commentaires. Avez-vous des commentaires, chers collègues? Sur 13. Bon, j'attends votre question ultime. Savez-vous quoi? Non, c'est parce qu'on vient d'annoncer que vous venez à l'instant de déposer la lettre que vous nous aviez précédemment lue. Oui. Donc, après lecture, puis on va caviarder quand même des informations personnalisées qui s'y retrouvaient. Mais donc, j'autorise son dépôt. Je laisse le tout à votre bon soin, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, nous en étions... Et sur l'article 13, oui. Nous, on est prêts à procéder. Alors, cet article est-il adopté? Adopté. Adopté. Nous passons à l'étude de l'article 14, qui sera le dernier du bloc 2. Merci, Monsieur le Président. Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement. Donc, l'article 14, le deuxième alinéa de l'article 211 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement est édicté de nouveau et, en conséquence, se lit comme suit. Ils ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce sont les mêmes commentaires pour ce bloc, Monsieur le Président. Monsieur le Président, adopté, mais je vous proposerai pour le bloc 3 et 4 que la présidente du Conseil du Trésor lise au complet, puis que par la suite, tous mes commentaires, s'il y a lieu, j'en donnerai, mais sinon... OK, mais juste comprendre, qu'est-ce que vous voulez par lire au complet? Je lis au complet? Alors, non. Je vous propose que de pour lire le bloc 3... Intégralement, sans commentaire, l'intégralité... Parce que puisque c'est tous des articles de concordance après... C'est ça. D'abord, on va voter le 14. Oui, puis vous m'expliquerez ce que vous attendez de moi. On va voter le 14. Est-ce que l'article 14 est adopté? Très bien. Alors maintenant, ma compréhension, suite à la recommandation de notre collègue de Saint-Laurent, c'est de lire nos articles, un à la suite de l'autre. C'est ça, exactement. Puis une fois qu'on comprend l'article Puis il y aura des commentaires Une fois qu'on généraux. comprend l'article principal qui est en caractère rural, le tout s'ensuit. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient, Mme Oui, Lévy? je pensais juste... Parce non. que je me disais, je lis tout C'est l'article. la fatigue. Oui, mais donc, de lire le bloc dans son intégralité. Exact. Parfait. Merci, Même ça va les me faire deux blocs, plaisir. je comprends. On commencerait par l'article 4. 5, Monsieur le Président. Ah oui, excusez-moi, vous avez bien raison. 5, oui, avant 4. Oui. 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 Il faut juste que je... Merci, parce que des fois, retrouver un article. 5 en page 31. Oui. 29, moi. J'ai pas la tête un peu là. OK. Non, parfait. C'est bon. 5. Cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 85.5.1 du suivant. 85.5.1.1, la personne qui a conclu une entente visée à l'article 85.5.1 peut, si ses conditions de travail le prévoient, convenir avec son employeur de la prolonger. Chaque prolongation doit être convenue par écrit plus de 6 mois avant la date fixée pour la fin de l'entente et être une période de 1 à 5 années. Il ne peut être convenu d'une date de fin de l'entente à plus de 7 années de la date du début de l'entente. Le deuxième alinéa de l'article 85.5.1
85.1 ne s'applique pas à l'égard de la prolongation d'une entente. Donc, l'article 5 du projet de loi prévoit qu'une entente de mise à la retraite de façon progressive peut être prolongée. Donc, je comprends bien, je passerai à l'article 4. En page 25. Je commence à Oui. marquer. Article 4. L'article 85.5.1 de cette loi est modifié par le remplacement dans le 3e alinéa de « même si la période devait excéder 5 ans par malgré l'atteinte de sa prolongation maximale ». Donc, ce que l'article 4 du projet de loi est une modification de concordance avec l'article 5 du projet de loi. Comme il a proposé qu'une entente de mise à la retraite d'une façon progressive puisse être prolongée, la période maximale d'une telle entente n'est plus de 5 ans. Elle peut donc être d'une durée supérieure à ces 5 ans. Je passerai à l'article 19, avec votre permission, Monsieur le Président. Oui. Dispositions transitoires et finales. Les ententes de mise à la retraite de façon progressive qui sont en cours d'application le 30 juin 2024 et dont la date de fin est antérieure au 31 mars 2025 peuvent être prolongées avant leur date de fin, même si le délai de 6 mois prévu au premier alinéa de l'article 85.5.1.1 de la loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics édicté par l'article 5 de la présente loi n'est pas respecté. Donc, l'article 19 du projet de loi est de nature transitoire et il vise à régir des ententes de mise à la retraite de façon progressive qui sont présentement en cours d'application le 30 juin 2024. Il est prévu donc que le délai de 6 mois pour demander la prolongation d'une entente que nous avons vu à l'article 5 n'a pas à être respecté pour ces cas exceptionnels. Ça terminerait ma lecture du bloc 3. Très bien. Il y aurait-il des commentaires généraux, chers collègues? Non, c'est très clair. En gros, c'est qu'on permet aux enseignants et à toute autre personne qui travaille dans la fonction publique d'avoir une retraite progressive, non pas de 5, mais jusqu'à 7 ans. Je pense que c'est souhaitable parce qu'entrevoir un enseignant qui a encore l'énergie, mais peut-être pas 100 d'énergie, mais qui peut nous donner peut-être 70-75 moi, je pense que toute l'énergie qu'on est capable d'avoir dans le réseau présentement, on va la prendre, cette bonne énergie. Très bien. Conséquemment, est-ce que les articles 5, 4 et 19 sont adoptés, en fait, oui? Adoptés. Très bien. Nous passons maintenant à l'étude du bloc 4, en commençant par l'étude de l'article 6. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, article 6. L'article 89 de cette loi est modifié par l'insertion dans le premier alinéa et après 104 de 109. L'article 6 du projet de loi vise à ajouter l'article 109 de la loi sur le REGOP à une liste d'articles qui fait référence à des crédits de rente. Cette actualisation confirme que le crédit de rente visé à cet article 109 fait l'objet d'une augmentation en cas de surplus. Donc, on est dans le bloc qui est la suite du projet de loi qu'on a eu, la loi qu'on a adoptée il y a près d'un an, en 2023. Et, bon, disons qu'il y avait encore des éléments à compléter, donc on complète ce qu'on avait entamé en 2023. Je peux continuer avec l'article 7, si je comprends bien mes instructions. Oui. Oui. Article 7. L'article 128 de cette loi est modifié par l'insertion après 104 de 109, donc vise toujours le même objet, c'est-à-dire d'ajouter à l'article 109 de la loi une liste d'articles qui fait référence à des crédits de rente. Donc, c'est une mesure de concordance avec l'article 6. Article 8. L'article 131.2 de cette loi est modifié par l'insertion après 104 de 109, toujours une concordance avec l'article 6. Article 9. L'article 165 de cette loi est modifié par l'insertion dans le paragraphe 3.1 du premier alinéa et après 104 de 109. Nous sommes toujours dans une suite de concordance avec l'article 6. Article 15. Nous pouvons le trouver. C'est pas long. L'article 58 de la loi sur Retraite Québec est modifié par l'insertion dans le troisième alinéa après 104 de 109. Toujours une concordance avec l'article 6 de la loi sur le REGOP. Article 16. L'article 18 de la loi modifiant principalement certaines lois instituant des régimes de retraite du secteur public est modifié par l'insertion dans les premiers et troisième alinéas et après 104 de 109. Toujours de la concordance avec l'article 6 du projet de loi. Tantôt, je disais article du REGOP, mais c'est l'article 6 du projet de loi. Article 17. L'article 21 de cette loi est modifié par l'insertion après 104 de 109. On est toujours dans la concordance du bloc qui découle du premier article 6. Et 18, l'article 24 de cette loi est modifié par l'insertion après 104 de 109. Donc, on termine la concordance et ça termine ma lecture du bloc 4. Des commentaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Par souci de pédagogie, je vais quand même lire l'article 109 parce qu'on y fait référence depuis tantôt. Alors, si le crédit de rente ou le certificat de rente libéré est inférieur au crédit de rente visé dans l'article 88, la personne employée
peut combler la différence en payant la prime calculée de la façon prévue par l'article 95. Alors, vu que depuis tantôt on parlait de l'article 109, je me suis dit pour nos travaux, et vu que ça va rester dans les annales de l'Assemblée, ce qu'on dit, aussi bien le mentionner. C'est tout, Monsieur le Président. Merci à vous, chers collègues, pour cette précision. Conséquemment, les articles 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 et 18 sont-ils adoptés? Adopté. Adoptés. Et nous passons au bloc 5, l'enjeu de l'entrée en vigueur du projet de loi, Madame la secrétaire. L'article le plus controversé Oui. du projet de loi. Non, c'est une blague. Donc, article 20. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de celles des articles 4, 5 et 19 qui ont effet depuis le 30 juin 2024, de celles des articles 6, 8, 15 et 17 qui ont effet depuis le 1er janvier 2024 et de celles des articles 7, 9, 16 et 18 qui ont effet depuis le 6 avril 2023. Donc, ce sont des dispositions concernant les ententes de mise à la retraite de façon progressive qui seraient rétroactives, de même que celles concernant les crédits de rente. Et voilà. Et pour le reste, ça entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Des commentaires sur cet article, sans quoi ce dernier est-il adopté? Adopté. Adopté. Alors, nous en sommes déjà rendus à la fin de l'étude détaillée. Conséquemment, je dois vous poser la traditionnelle question. Est-ce que le titre du projet de loi est adopté? Adopté. Et je propose par ailleurs que la Commission adopte une motion d'ajustement des références. Cette motion est-elle adoptée? Adopté. Adopté. Et nous en sommes rendus à l'étape des remarques finales. Madame la députée de Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va aussi, avec votre consentement, pour ne pas retarder indûment les travaux, acheminer la pétition qui avait été déposée à l'Assemblée nationale, ainsi que la réponse de la présidente du Conseil du Trésor, juste pour que ça reste quand même, parce que j'ai bien pris note de votre réponse. Par contre, pour les retraités qui sont enseignants, disons qu'au niveau des négociations, bien, ils n'ont pas une très grande voix au chapitre. Alors, je soumets quand même pour votre réflexion, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on peut faire dans la mesure que ces Québécoises et Québécois ont énormément déjà donné à l'État québécois en étant enseignants. Et je ne sais pas si vous êtes de la même génération que moi, mais nous, quand on était plus jeunes, bien moi, je savais que c'était Pauline qui était à maternelle 5 ans avec nous, mais que j'avais Monique en 4e année primaire et que Angèle Carignan-Hamel, bonjour Angèle, était mon enseignante en 6e année primaire. C'était très, très stable. Alors, pour eux, après avoir donné du 35 ans, même des fois du 40 ans de service, ce serait intéressant de se dire qu'effectivement, on ne le laisserait pas dans une iniquité qui ferait en sorte que, dans leur cas, avec l'inflation qu'on connaît, ferait perdurer une insécurité financière, je vais dire ainsi. Alors, je vous soumets parce que ça ne pourra pas être réglé au niveau des négociations. Ils ont déjà essayé auparavant, ça n'a pas fonctionné dans leur cas. Alors, on va quand même le soumettre s'il y a un consentement, parce qu'on va, après les travaux, ça va cheminer, là. On va vous les envoyer. Est-ce que c'est correct? Ça sera donc acheminé au secrétariat, Parfait. mais seulement distribué aux membres de la commission comme telle. Ce ne sera pas public parce que c'est déposé après, en dehors des cadres de cette Si ça commission. vous va, oui, effectivement. Mais sinon, permettez-moi de dire merci. Merci à Mme la présidente du Conseil du Trésor. Merci à votre équipe, Mme Garneau. Merci beaucoup pour vos éclairages et les gens qui vous accompagnent. Et évidemment, je ne peux que dire merci à ceux qui travaillent pour l'État québécois, ceux qui font le choix de la fonction publique, ceux qui savent à quel point c'est vrai que des fois, ça peut paraître mieux de travailler au privé, mais qui décident que la fonction publique, c'est aussi de redonner à l'État québécois et que chaque geste qui est posé par la fonction publique est du service. Les gens me demandent, est-ce que c'est du service direct? Oui, c'est du service direct. Oui, parce qu'à tous les jours, il y a des décisions qui sont prises et nous, on ne pourrait pas travailler sans vous parce que vous nous éclairez, mais aussi vous répondez à des questions qui nous permettent par la suite de prendre des décisions politiques, mais aussi pour le service aux citoyens. Je regarde tout ce qui est fait par la fonction publique. Elle est forte, notre fonction publique. On vous a très bien entendu dans la rue, mais pas juste dans la rue, mais aussi dans nos débats. Et les mémoires qui sont soumises sont toujours étoffées, mais franchement très étoffées. On a cette matière grise qui sont tout près du Parlement, parce que tous les bureaux sont quand même assez proches. Mais je veux aussi dire merci à tous les enseignants qui sont encore avec nous dans le réseau. Envers et contre tous, contre vent et marée, choisissent de travailler pour les enfants et de s'assurer que pour eux, l'école est
pour les enfants. Merci. Merci à vous, chers collègues. Madame la ministre. Oui, bien, merci, Monsieur le Président. Je vais prendre la balle au bon de ce que ma collègue vient de dire, puis je vais quand même faire une petite aparté dans le sens de dire je salue ce qu'elle vient de dire, puis je vais y aller de façon plus large, c'est-à-dire toute personne qui décide de travailler pour le service public, peu importe l'endroit où on travaille dans le service public, que ce soit dans nos réseaux, que ce soit dans des bureaux, dans des ministères, que ce soit dans des organismes qui ont une vocation de service public, je pense que ce doit d'être salué, puis je pense qu'il est important de redorer le blason de façon générale de la fonction publique parce que les gens qui travaillent dans cette grande fonction publique, au sens large, leur première motivation dans la vie est de servir nos citoyens. Donc, je pense qu'il faut le souligner. Et ça va me permettre de faire des remerciements de façon plus pointue aux équipes immédiates qui m'entourent. C'est pas parce qu'on a fait un projet de loi de cette façon-là, qui était très rapide, parce que c'est un projet de loi qui était limpide et qui découlait de choses qui étaient très claires, que je dirais que le travail derrière tout ça n'est pas tributaire de la vitesse à laquelle on fait un projet de loi. Le travail, il est colossal pour arriver à faire ces ajustements-là. Le travail était colossal au départ pour travailler, pour présenter ces projets de loi-là d'une façon claire et limpide qui nous permet aujourd'hui, nous, comme parlementaires et législateurs, de travailler de façon plus efficace et rapide. Donc, je veux les remercier. Je ne les ai pas présentés un par un, mais je les remercie, mais je n'ai pas tous leurs noms, tu me mets ça à la sellette, là. mais ils se connaissent et c'est pas le premier projet de loi qu'on fait ensemble et on a l'occasion de travailler aussi dans des comités statutaires et je dois dire que j'ai la meilleure équipe. Ça va aller, Sylvain, pas travailler. J'ai pas la... Ah, ben tiens, je vais y aller. Ben je l'ai. OK. Donc, directeur des affaires juridiques, Maître Hugo Chaillé, Maître Marie-Christine Fournier. Dans le sous-secrétariat aux ressources humaines gouvernementales, M. Alexandre Hubert, naturellement, qui est secrétaire associé, M. Benoît Dufresne, directeur de la direction des analyses actuarielles, des assurances et des régimes collectifs, Mme Marisol Bernier-Cruz, conseillère en régime collectif à la direction des analyses actuarielles, des assurances et des régimes collectifs, et Mme Isabelle Garneau, qui est conseillère en régime collectif à la direction des analyses actuarielles, des assurances et des régimes collectifs, et tous ceux qui ont travaillé derrière pour y arriver. Donc, je veux juste prendre le temps de les remercier. On a travaillé très vite, mais je pense qu'on va prendre le temps là de dire merci à tout le monde, merci à mes collègues. Et souvent, ces gens-là qui sont derrière, bien, on les remercie pas, on les salue pas assez. Donc, je vais me joindre à vous, puis on va le faire ensemble pour les remercier. Et, naturellement, tous ceux de la commission, Monsieur le Président, y compris vous, qui m'avez mêlé pendant un petit bout. Là, mais c'est pas grave. Merci, Madame la ministre. Désolé. C'était bien involontaire. Alors, sur ce, compte tenu que notre commission a accompli son mandat, j'ajourne nos travaux sine die. Au plaisir de vous retrouver.